Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari, une plateforme qui est utilisée par plus de 500 000 investisseurs pour suivre leur patrimoine, et j'ai levé 15 millions d'euros pour créer la prochaine banque privée. Bonjour, je suis Corentin, je suis le responsable de la gestion privée Finari One. Auparavant, j'étais banquier privé et je conseillais donc des grandes fortunes françaises et je gérais un portefeuille de 150 millions d'euros. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu l'un des premiers vecteurs d'information pour tous les domaines, mais évidemment aussi pour la finance. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer, même les gens qui n'ont pas grand-chose à dire. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de rétablir la vérité et de vous donner notre avis objectif sur ce qu'on trouve sur Internet. Allez, c'est parti, on commence par la première vidéo. Yeah. We can do that, yeah. C'est le fameux Buy the Dip. Ouais, surtout le manque de gunpowder. A priori, lui, il est à sec. Comment tu réagis, toi, quand face à un creux de marché comme ça? Ou face à des creux de marché répétés, plutôt? Ouais, c'est pas évident. Surtout, les creux de marché, ils sont souvent liés à des vrais phénomènes et il y a des raisons derrière tout ça. Je pense que ce qui est important, c'est toujours se rappeler de pourquoi est-ce qu'on a commencé cet investissement et pourquoi on voulait le faire. Et est-ce que cette crise-là, elle remet complètement en cause l'investissement au départ? Et c'est généralement pas le cas. Dans ce cas-là, on continue à investir et on reste fidèle au plan qu'on avait défini. Même au 5e dip. Ouais, exactement. Est-ce que tu étais né en 2008? Est-ce que tu étais investisseur en 2008? Et né en 2008, je conseillais George Soros, etc. Ah ouais, ouais. Non, blague à part, c'est un peu un running gag américain qui vient du Reddit américain sur les marchés. C'est pourquoi j'étais en train de jouer à Call of MW2 alors que je devais acheter des maisons en 2006. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que sur le crash qu'on a eu en 2008, on a mis beaucoup de temps à s'en remettre, plus de 8 ans. Hein 8 ans. Okay. Ah, je crois, ouais. Et parce qu'on a eu une crise, on a enchaîné direct avec la crise des pigs en 2011. C'est quoi les pigs? Alors les pigs, c'est le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne, Spain. Et c'était une crise en fait de confiance finalement dans ces États. Est-ce qu'un État pouvait faire faillite? C'était des grosses questions. Et pour le coup, est-ce qu'il faut investir plus aujourd'hui? Sûr que le marché est moins cher après ce genre de choses. Maintenant, il y a des raisons toujours. Il faut un peu chercher et aller toujours plus loin, gratter le vernis. Ouais, c'est vrai que je me souviens en 2011, quand j'ai commencé à investir, c'est assez flippant parce qu'il n'y avait pas grand monde qui en parlait d'investissement au sens large. Et puis, il y avait une espèce de morosité qui était assez folle. Donc, c'était assez audacieux de se lancer, je trouve. Il fallait vraiment être très, très solide sur ses appuis. Ce qui est sûr, c'est, je ne sais pas si tu sens un peu la même chose, mais quand tu as déjà vécu des crises, c'est plus simple de correctement réagir. Alors, on peut faire des erreurs, évidemment, mais on est moins peut-être pétrifié par l'enjeu. Là, je sais que si aujourd'hui on perdait 40 ou 50%, alors je ne serais pas heureux, évidemment, loin de là, mais je ne pense pas que je serais, tu vois, au fond du panier, parce que aussi j'ai déjà vu ça, mais c'est aussi l'expérience qui fait les bonnes années. C'est facile de dire après coup, oui, il fallait acheter tel jour, il fallait vendre à tel jour. Carrément, et tu le disais, mais en 2008, il y avait peut-être moins d'investisseurs. En tout cas, l'investisseur moyen, il avait beaucoup plus d'argent. C'était réservé peut-être plus à une élite. C'était plus cher beaucoup aussi. Moins informé. Ouais. Le marché était plus cher. Aujourd'hui, ça implique aussi une certaine réactivité dans les crises, avec des flash crash. 2020, je pense, c'est le meilleur exemple et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes se sont lancées. Donc, il y a du bon dans chaque crise et il y a fort à parier qu'elles sont de plus en plus courtes. En tout cas, mécaniquement, 2020 et là, cette crise des tarifs de Trump, elle aura duré 3 mois. Ouais, c'était express. Il faut que vous sachiez un truc, c'est que si vous avez un dépôt à la banque, techniquement, vous avez prêté de l'argent à la banque. T'as mis tous les mecs que je connais cet argent, il est maintenant à la banque. Et si la banque, elle peut pas vous payer, elle saute. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, première chose, au-dessus de ça. C'est vraiment un style spécial. Deuxième chose qu'on a vu à Chypre, ce qu'on a vu en Grèce, etc., c'est quand les banques sont fermées pour permettre à l'État de se financer sur vos comptes, ils vous donnent pas beaucoup d'argent pour vivre par semaine. Donc, ce que je dis aux gens, mais ça paraît complètement idiot, mais je suis désolé. Il faut acheter une boîte à chaussures et mettre à peu près en cash, en billets, dans la boîte à chaussures, de quoi tenir un mois et demi des dépenses courantes. Écoute, je vais changer mon fusil d'épaule. Fini les contrats luxembourgeois, maintenant c'est les boîtes à chaussures. C'est les boîtes à chaussures luxembourgeoises. Charles, il a quand même une capacité à raconter des histoires qui est assez folle. C'est vraiment assez intéressant. En parlant d'histoire, j'ai commencé en stage en banque d'investissement. J'ai mon manager qui me racontait une histoire vraie qui lui arrivait, en tout cas à un de ses clients, qui justement en 2011, pendant la crise des pigs, perd complètement confiance dans tout le système financier. Et son client, lui, donc il avait l'équivalent de mémoire de 5 ou 6 millions d'euros. Okay. Et il se dit, OK, liquider tous mes comptes, je vais acheter de l'or, je vais le mettre chez moi. Sauf que dans les faits, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs actions qui se mettent en cours. Donc, on liquide tous les portefeuilles, on paye les frais de transaction, on paye la fiscalité. La banque
converti tout son argent en or. Et derrière, c'est à lui d'aller chercher ses lingots. Il n'habitait pas à Paris, la banque était à Paris, et l'or, du coup, était physiquement à Paris. Donc on lui dit, vous avez 2 choix, soit vous allez le chercher, soit vous faites appel à un camion Brinks. Il y a un camion Brinks qui vient chercher tout son or, qui va le déposer chez lui et le livrer sur place, et il le met dans sa maison. Il avait des coffres, etc. Au bout d'1 mois, il est devenu maniaque, psychologiquement très parano, parce que ses voisins ont vu arriver le camion Brinks chez lui. Sûr. Et en fait, ce qu'il a fait derrière, c'est qu'il a fait l'opération inverse. Donc, il a appelé le camion Brink, qui a renvoyé directement l'argent dans sa banque, qui l'a converti et qui l'a réinvesti. Il a juste payé des impôts pour le plaisir. Quoi. Cette histoire, elle est folle parce que ça lui a des coûté frais énormes sur l'or. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, ouais. Voire potentiellement même plusieurs centaines de milliers d'euros, suivant la fiscalité qu'il avait sur ses comptes, ouais. Pour arriver finalement strictement à la même situation. Et en fait... Peut-être que même les marchés ont augmenté entre-temps. Ah, mais c'est possible. C'est possible. Pour l'histoire, ce serait incroyable. Mais je sais pas dans quoi il était investi déjà et la plus-value qu'il avait. Mais en fait, derrière une histoire et une théorie qui paraît simple, plus on met des montants et plus on met des actions en face, en fait, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué. Ouais, parce qu'il y a toujours ces trucs de dire, tu sais, quand tu vois dans la presse ou sur les plateaux, les gens disent mais vous êtes milliardaire. Et ils pensent vraiment que les gens ont des milliards chez eux planqués. Ouais. Comme tu dis, c'est très difficile en fait de déplacer juste physiquement de l'argent. Donc déjà, c'est pour ça que tu n'as pas de cash. L'or, bah, tu vas pas te balader avec des lingots. C'est un lingot de 1 kilo, c'est déjà encombrant, quoi. Ouais, et puis on dort mal quand il est sous son lit. Ouais, et puis en plus, c'est pas sécurisé. En réalité, c'est plus sécurisé dans la banque, qui est assurée. Il y a 14 000 sas de sécurité. Mais bon, Charles, on garde l'idée, mais on n'est pas sûr. Les banques contrôlent-elles réellement le monde? J'adore la Tout commence avec une idée simple. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et qui contrôle l'argent? Les banques. Mais certains pensent qu'elles ne se contentent pas de gérer nos comptes. Elles manipuleraient les crises économiques, les dettes des pays et même la politique mondiale. Prenons la crise de 2008, un des plus grands cracks financiers de l'histoire. Un crack. C'est connu les cracks. Spéculative qui a explosé. J'ai mangé un ce matin, mais d'autres pensent ce que j'adore. Ce n'était pas un accident, mais un plan orchestré par les grandes banques pour s'enrichir et accroître leur contrôle sur les États. Bon, ils ont quand même failli toutes faire faillite, c'est un peu pénible comme plan, mais c'est... Les banques centrales, comme la Fed ou la BCE, ne travaillant pas pour les peuples, mais pour une élite secrète qui dicterait les règles. Ah putain, c'était presque cohérent jusqu'au moment où il dit élite secrète. Ouais, et encore, j'allais dire sur le business plan des banques, il faut quand même pas oublier qu'il y a 2 choses, en tout cas pour les banques d'investissement, elles sont ramenées sur la taille des actifs et la valeur du coup des actifs qui sont dans leur compte. Donc en fait, plus les actifs sont importants, plus elles gagnent d'argent. Plus on a un crack de marché, moins on prend de frais du coup. Donc là, typiquement, les dernières années ont été folles en fait pour les banques. Ouais, l'année la plus marquante pour des banques, soit en termes d'augmentation de revenus, je parle vraiment de banques privées et de banques d'investissement, c'était 2020. Ouais. En fait, pour rentrer très légèrement dans le détail, mais les frais, ils sont pris sur des bases trimestrielles, on fait une moyenne. Les frais sur les contrats d'assurance vie, par exemple. Par exemple, sur les comptes titres, sur tous les comptes d'investissement, finalement. Qui d'ailleurs, les frais que vous pouvez éviter avec n'importe quelle plateforme en ligne. Hein, c'est complètement. C'est assez paradoxal. Ouais, complètement. Donc, un grand investisseur peut se retrouver à payer plus, finalement, que quelqu'un qui place 100 € parce qu'il passe par une banque privée et qu'il a un conseil. Mais donc, finalement, cette année 2020, elle était assez incroyable parce que si on fait la moyenne de l'année, le marché est stable, on a eu un cracks, énorme au milieu. Et en fait, du coup, les revenus ont assez peu bougé, les revenus très récurrents, ceux qui sont pris tous les ans et les frais de gestion. Par contre, on avait eu une augmentation du nombre de transactions chez les banquiers à cette époque qui était faramineux. Donc les banques ont enregistré des résultats pendant cette crise qui étaient exceptionnels. 2008, c'est pas la même histoire. Le marché, il se reprend pas très rapidement et la crise met très longtemps avant de se résorber finalement. Ouais. Faut bien comprendre que on le voit dans tous les marchés, c'est la volatilité qui va faire le volume. Sauf qu'au bout d'un moment, si par exemple il y a beaucoup de volatilité vers la hausse, bon bah ça va toujours, il va y avoir un flux d'achat un peu constant parce que des gens s'enrichissent, ce qui va inspirer d'autres gens. Et puis ceux qui vendent aussi un moment pour prendre leur profit, ils ont des billes pour remettre dans la machine. Quand ça baisse, au début ça va acheter parce que les gens vont buy the dip, sauf que quand on regarde le même de tout à l'heure, au bout d'un moment, si on se prend à moins 50%, il y a plus grand monde qui va parler d'investissement. Et vous pourrez faire le test. Enfin, en crypto, on le voit à chaque fois. Quand la crypto perd trop, bah, plus personne n'en parle. Et le signal crypto qui est juste parfait pour savoir si on est proche du top, c'est quand c'est sur les chaînes télé, les grandes chaînes nationales, quand on en parle dans la rue, quand votre ami qui vous a pas parlé depuis 4 ans vous appelle pour vous dire hey, c'est quoi ce Bitcoin, bah là tu sais qu'en gros... C'est Bitcoin. Là, tu sais que c'est fini et faut remballer, quoi. Ouais, mais ça, c'est une technique d'ailleurs de Warren Buffett. C'est une technique de Warren Buffett. Il expliquait quand son chauffeur commence à lui parler de l'achat d'une action, c'est à ce moment-là qu'il commence à la vendre. J'espère qu'il a acheté du Berkshire Hathaway, son chauffeur. C'est 20 000 €. Un bitcoin, 20 000 €. Et il y a 8 mois, il était à 3 000. Vous voyez? Donc tu mets 3 000 €, tu gagnes 20 000. C'est ça un investissement. Et c'est ça. Là, c'est garanti en plus. De l'investissement. C'est comme ça qu'on investit son argent.
C'est comme ça qu'on investit son argent. Bah ouais, c'était quand ça? 2016, quelque chose comme ça, 2016, 2017, je crois, le 3000 à 20 000. Ça reste une anomalie profonde quand même de faire des gains aussi rapides sur un instrument. Ouais, on en a vu même dans les clients Finary One. Des personnes qui étaient très investies en crypto, très concentrées. Qui sont devenus riches avec la crypto? Ouais, qui sont devenus riches vraiment avec la crypto, avec des investissements qui étaient un peu à la portée de tous, des 10 000 euros investis, 20 000 euros investis, qui sont transformés en plusieurs millions d'euros. Alors, c'est un peu comme tout, c'est la pyramide, c'est le bout de la pyramide qui est ultra visible, mais qui n'est pas du tout représentatif. Et c'est un peu, j'ai rien contre Inoxtag, j'adore ses vidéos, mais c'est un peu c'est pas la preuve que c'est la chose à faire et la chose adaptée. La concentration, elle peut avoir du bon. Maintenant, faut pas oublier que c'est un actif qui est ultra volatile et qui attire malheureusement des investisseurs qui sont très peu avertis, très peu éduqués et qui peuvent prendre des pertes considérables par rapport à leur patrimoine. D'ailleurs, le 20 000 était hyper violent. On est redescendu de mémoire à 3 ou 4 000 derrière. Alors, ça s'est pas fait en ligne droite, mais on est passé en ligne droite de 20 000 à 14 000 de mémoire. Donc, c'était vraiment d'une violence absolue. C'est vrai qu'il y a moins cette volatilité maintenant. C'est un peu dommage de toujours de vendre ce truc de c'est facile, de gagner de l'argent. Ah non, c'est pas facile parce que même l'acheter à 3 000, fallait être fort. Et la majorité des gens, malheureusement, ont acheté à 20 000. Comme la majorité des gens ont acheté entre 90 et 100 000. Et derrière, aujourd'hui, ils sont peut-être break-even, mais ils ont quand même un peu souffert. Dès que je gagne de l'argent en euros, je le convertis en bitcoin parce que je ne crois pas, en fait, à l'euro ni au dollar. Moi, ça fait des années, très longtemps, que je pense qu'à un moment, cette monnaie va dévisser, qu'elle va s'écrouler. Acheter en bitcoin. Tous les fruits, en fait, du travail de ma vie, si je devais l'avoir en euros, effectivement, j'aurais du mal à dormir parce que je me dirais qu'à un moment, ça ne vaudrait plus rien, que je pourrais tout perdre. Et c'est pour ça que j'ai tout en bitcoin. Bon, Eric Larchevêque, l'un des fondateurs de Ledger, le petit portefeuille numérique qui permet de sécuriser ses cryptos, la petite clé, espèce de clé USB. L'adage qui dit c'est en concentrant qu'on devient riche, en diversifiant qu'on le reste, c'est un peu l'exemple parfait, lui. Ouais, c'est un bitcoin maximaliste. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on vient à la base, sans faire le professeur d'économie, de ce qu'est une monnaie, elle a 3 caractéristiques. Unité de compte, échange et réserve de valeur. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, ce qui est reproché au fiat, aux monnaies traditionnelles, euro, dollar, c'est ce côté réserve de valeur qui existe pour les bitcoins maximalistes, plus forcément. Moi, ce que je reprocherais... À cause de l'inflation, tu veux dire? Ouais, à cause de l'inflation, des politiques monétaires, donc des banques centrales qui, finalement, baissent les taux, créent plus de monnaie. Forcément, la monnaie qui a été émise avant a potentiellement moins de valeur parce qu'il y a plus de monnaie en circulation. Ils sont d'ailleurs très peu... Enfin, les banques centrales sont un peu en autarcie, elles font un peu ce qu'elles veulent. Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils remettent complètement en cause ces fiat parce qu'il y a une des caractéristiques qui, selon eux, n'est plus respectée. Ce qui est assez drôle, c'est que sur le Bitcoin, et je ne suis pas du tout dubitatif sur les cryptos de façon générale, mais pour moi, l'échange, et on le voit statistiquement, parce que justement, c'est un actif qui est plus un actif spéculatif et qu'on n'a pas envie d'échanger des Bitcoins pour avoir des biens, mais plutôt les conserver comme actifs et comme placement, ne peut pas non plus être considéré comme une vraie monnaie, quelque part, pour cette raison-là. C'est l'or digital, en gros. Ouais, complètement. Tu vas pas payer ta baguette avec un Napoléon. Que ce soit sur TikTok, YouTube ou Instagram, tout le monde a un avis sur le sujet de l'argent. Afin d'y voir clair, il vous faut des faits et non pas des opinions. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé Finary. Le scanner de diversification géographique et sectorielle vous alerte en cas de concentration excessive. Finary vous aide aussi à centraliser tout votre patrimoine au même endroit, à suivre votre performance, à scanner les frais cachés de vos investissements et à débusquer les abonnements inutiles afin de vous permettre d'investir encore plus. Et ça tombe bien puisque vous pouvez investir directement sur l'app, en assurance vie ou en crypto-monnaie avec des frais très réduits. Si vous êtes prêt à passer la vitesse supérieure sur vos investissements, inscrivez-vous sur finary.com ou téléchargez l'application dès maintenant. Hey Anna, tu te souviens quand tu m'avais dit que j'arriverais jamais à rien et que je serais un drogué? Regarde-moi maintenant, j'ai une belle voiture, je suis beau gosse. Oh mon Dieu. Bon, un peu dur pour notre ami le beau gosse trader. All-in crypto, mais tu l'as dit, ça peut marcher en fait. Ça a marché. C'est quoi, peut-être pour prendre un peu de recul et être un peu sérieux, l'alloc que tu recommandes à un client lambda, tu vois, qui a quand même un patrimoine très important, on va dire plusieurs millions d'euros, qui n'est pas exposé à la crypto, qui n'est pas spécialement fan de risque, mais qui est intéressé par la classe d'actifs? Quel pourcentage qu'on recommande de mettre? Un peu une réponse de Normand, mais il n'y a pas de portefeuille type. En tout cas, chez Finary One, il n'y a pas de portefeuille type et d'allocation type. Je pense que c'est ultra personnalisé. Il faut que ce soit personnalisé, notamment pour ce genre de montant. Maintenant, en général, quand on parle de diversification, souvent, on est entre les 3 et les 5%.
Pour ceux qui ont une vraie conviction, on peut monter à beaucoup plus sans aller rejoindre notre ami Eric Larchevêque. Mais à 10 ou 15%, ça me paraît déjà énorme dans un patrimoine. C'est un actif avec beaucoup de volatilité. Donc, comme toujours, c'est réfléchir d'abord à ses contraintes et à qui on est en tant qu'investisseur. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce que je rappelle souvent, ce dont je discute souvent avec les clients qui ont de façon très récemment obtenu de l'argent, c'est que le profil de risque qu'on a quand on investit 10 000 €, il a tendance, d'expérience, à énormément changer quand on passe 5 millions d'euros. Et il faut le retravailler, il faut y réfléchir. Et la volatilité sur les crypto-monnaies, elle est ultra importante. Donc, voilà, faut pas faire d'erreur, faut avoir un temps qui est plutôt long. Et si on a une vraie conviction, allons-y, let's go. All-in, Lambeau. En fait, ce qui me fait le plus rire, c'est les mecs qui gagnent 2-3 000 € par mois là, dans un petit boulot de cadre ou je ne sais quoi et qui espèrent devenir riches en investissant tous les mois. C'est cool. Tu as une mentalité financière, au lieu d'épargner, t'investis. En fait, si tu veux vraiment devenir riche, peut-être dans 30 ans, tu auras peut-être l'occasion de jouir, on va dire, d'un certain capital, mais tu seras sur ton lit d'EHPAD. Donc ça ne sert strictement à rien. Arrête d'investir, arrête de faire les choses à l'envers. Occupe-toi plus de développer un business en ligne. Ça te permet justement de générer un gros cash flow, d'augmenter tes revenus de manière drastique. Et uniquement à partir de ce moment-là, tu pourras investir en bourse ou dans diverses classes d'actifs. Je pense que c'est profondément faux ce qui est dit dans cette vidéo. Une raison qui est simple et on en parlait juste avant, mais je pense que c'est justement quand on a assez peu d'argent à investir qu'il faut commencer à le faire et commencer à s'entraîner, comprendre les fonctionnements, les rouages, comment est-ce qu'on achète une action, un ETF, une obligation, quel risque ça implique. Et ensuite, peut-être qu'avec de la chance, surtout beaucoup de travail, beaucoup d'investissement sur soi. Et en soi, on pourra investir des montants qui seront beaucoup plus importants, mais on connaîtra finalement le fonctionnement, on aura déjà fait le chemin. On va faire un tour de piste. Je pense qu'il faut faire les deux en fait, c'est pas un choix. Alors que vous pourriez avoir un bot de trading qui fait tout ça pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout, le plus important, sans aucun sentiment et qui est capable d'exécuter des stratégies qui ont été gagnantes sur le passé. Vous pouvez par exemple ici retrouver une stratégie qu'on a développée chez CryptoRobot qui est Super Reversal qui va vous permettre par exemple ici sur Ethereum d'avoir une performance de 873%, mais aussi sur d'autres actifs avoir des bien meilleures performances. On peut voir par exemple IGLD qui a une performance de près de 1900%, pas loin de 2000%. Donc tout ça, c'est des informations qui peuvent être très utiles et surtout qu'une fois que vous avez lancé ces bots de trading, vous n'avez plus rien à faire. Ouais, c'est exceptionnel. C'est basé sur de l'analyse technique, j'imagine. Ouais, évidemment, comme d'hab. Donc à savoir, comme prédire l'avenir à travers de la marque de café, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est assez dangereux en fait ce genre de vidéo parce que je pense qu'il y a des personnes un peu désespérées qui se tournent typiquement vers des cryptos, vers des robots traders qui vont aller payer, qui vont juste enrichir la personne qui le vend. La vraie question à se poser, je pense, c'est pourquoi est-ce que cette personne-là, si elle avait cette solution-là, la proposerait à d'autres? Honnêtement, 2000%, si elle plaçait ne serait-ce qu'1 euro en agrégé et en intérêt composé, elle n'aurait plus besoin de faire n'importe quoi, enfin n'importe quel investissement et surtout pas de vendre son robot advisor. Donc, peut-être quelqu'un de très, très généreux. Mais c'est vrai que ça marche jamais. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est Jim Simons qui a créé un fonds qui s'appelle le fonds Médaillon. Et de mémoire, le TRI, c'était quoi? C'était 45%, quelque chose comme ça? Ouais, il y a d'autres exemples. Il y a Citadel et pas mal de hedge funds qui typiquement bloquent les investissements extérieurs. Exactement. Et en fait, voilà, donc tous ces fonds sont tellement rentables qu'ils font l'inverse de ce que font les robots traders là. C'est que tu peux pas investir sauf si tu es early investor, enfin peut-être les mecs qui ont investi à l'époque, ou si tu es membre de la firme. Complètement. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent que leurs stratégies ne peuvent pas les exécuter en ayant trop d'encours. Faites le calcul, allez sur un simulateur d'intérêt composé, mettez 50% de rendement annuel. Vous mettez 1000 € au début. Vous allez voir que sur 30 ans, c'est lunaire. Alors 2000%, ça n'a aucun sens. J'ai toujours voulu être riche. Je m'appelle Jordan Belfort. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par 2 comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. La vraie question est, est-ce que c'était légal? Absolument. C'est quoi ces journées là? C'est light, hein. C'est pas la journée typique en investment banking. C'est peut-être pour ça que la banque, le service est un peu nul. C'est que là, il vient de se caler à 9h-17h avec 4 pauses. Ouais. Alors après, c'est possible. Puis ça avait l'air vide le bureau. Ouais, c'est possible même en IB, en investment banking. Ça dépend des métiers dans lesquels ils travaillent, mais pas en M&A. Typiquement. C'est quoi les métiers un peu stars de la banque en gros? M&A, très clairement. M&A, donc M&A, ça veut dire qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est de la fusion-acquisition, c'est des échanges, enfin des ventes de sociétés non cotées. Ou cotées d'ailleurs. Ou cotées.
Ouais, tout à fait. Il y en a aussi du côté. Ouais, c'est des fusions-acquisitions. Pour le coup, là, les horaires sont infinis, potentiellement. Infinis, potentiellement. C'est commencer à 8h, terminer en cas de deal et closing à 4h du matin. Ouais. Surtout le week-end, n'importe quand, il n'y a pas de vacances. Ça peut être très, très intense. Après, tu peux être très bien payé. Ouais. De toute façon, il y a un peu ça, c'est le côté M&A. Il y a le côté marché après. Il y a... Là, les horaires sont beaucoup plus tranquilles. Ouais, parce que le marché est fermé aussi. Le marché ferme, le temps de closer son desk, finalement, de faire la compta sur la fin de la journée pour calculer son PNL et tout ça. En 30 minutes, c'est réglé. 17h30, 18h, il y en a pas mal qui peuvent être partis. Mais ça commence tôt. Ça commence tôt. Ça commence tôt parce qu'il faut quand même faire la fermeture des marchés japonais. Il y a quand même toute une histoire. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu les deux métiers stars. Après, tu as le PE aussi, le private equity, où tu peux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de secret. Si on gagne beaucoup d'argent en banque, il travaille aussi énormément. Et c'est quand même extrêmement compétitif. Après, il y a aussi une règle qui se vérifie assez bien d'expérience. Plus on a d'ancienneté, moins on travaille. Oui. C'est aussi vrai en M&A. On se fait beaucoup staffer quand on est junior, en stage. Des seniors, des partenaires, eux le font un peu moins. J'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. J'aime beaucoup le cinéma. Je fais une collection de porte-clés. C'est vrai qu'il y a un petit cliché dans les hedge funds en interne qui est que finalement, beaucoup de stagiaires, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et les élus sont généralement assez proches en termes d'arbre familial avec les associés. Okay. Maintenant, on a parlé de quelques hedge funds, Médaillon, CFM, Citadel. Ouais. Leur performance, elle est évidemment bien meilleure que les indices boursiers. Et de beaucoup. Donc, ça reste très rare. C'est pas vrai. Et c'est très rare. C'est vrai qu'il y a cette règle, mais d'ailleurs, c'est pareil en PE, c'est pareil dans beaucoup de fonds. Il faut toujours prendre le top décile. Le problème, c'est que comment vous savez si le top décile d'aujourd'hui sera le top décile de demain? Enfin, il y a une espèce de loi, mais ça reste très difficile. Et c'est vrai que la gestion passive, et c'est aussi pour ça qu'on est super à l'aise de la prôner, mais c'est super dur de faire mieux que le marché de façon constante sur les années. Alors après, les hedge funds utilisent quand même pour le coup des outils qui sont ultra avancés. Oui. C'est Citadel typiquement qui a accès à des satellites, qui va aller regarder sur des usines le nombre de cheminées qui fonctionnent pour déterminer finalement la production, qui va aller regarder sur typiquement des supermarchés, l'occupation de la place de parking pour recalculer leurs résultats. Forcément, ils doivent surperformer le marché en utilisant des moyens aussi importants. Ouais, il y a aussi le Médaillon, c'est le trading haute fréquence qui est peut-être moins incroyable aujourd'hui, mais c'était juste l'idée que ta latence est inférieure à celle de tes compétiteurs et donc tu peux arbitrer en avance. Et il a un peu trouvé la martingale, quoi. Il a vraiment trouvé la pierre philosophale, il imprimait de l'argent. Il y a une autre personne, alors j'ai oublié son nom à l'instant, c'est celui qui avait un gars qui avait battu les casinos au blackjack parce qu'il comptait, c'est Ed Thorpe, tu vois, c'est Ed Thorpe, et il comptait les cartes et il avait un système assez fou avec en fait un espèce de truc accroché à sa jambe, ça transmettait des courants électriques. Il y avait un autre gars qui l'aidait. Enfin bref, il avait fait sauter la banque. Ensuite, il en avait marre de se faire virer des casinos et d'être détecté. Et du coup, il avait monté un hedge fund et pareil, ça avait cartonné. C'était un profil qui à la base était plutôt un mathématicien, mais finalement, les marchés financiers, c'est de l'arbitrage, c'est des maths, quoi. Et donc, il avait pu exploiter ça. C'est vraiment l'opposé typiquement des investissements passifs. C'est l'opposé, ouais. C'est complètement l'opposé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous êtes marrés aussi. On s'est bien marrés. Merci à Corentin d'avoir joué le jeu. Corentin, à la base, il est banquier privé. Il se retrouve à faire des vidéos YouTube, donc c'est assez improbable, mais voilà, c'est le premier banquier privé YouTuber. Si ça vous intéresse qu'on refasse un épisode 2, dites-le nous dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite des bons investissements. À très vite. Ciao. Salut. Édouard est accusé de tuer le commerce local. Sur un plateau télé, il ira même jusqu'à provoquer l'un de ses anciens adversaires en lui ramenant ses 2 petites dents perdues pendant une bagarre. Nike, à l'échelle mondiale, réalise 47 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Du côté de Coca-Cola, on est à 43 milliards. Leclerc les dépasse tous les deux. Plutôt que de vendre aux épiciers, il décide de vendre directement aux clients. Et pour se démarquer, il décide d'aller encore plus loin en vendant à prix coûtant. Il s'approprie le prénom de son propre père. Michel devient Michel Édouard. Un geste hautement symbolique. Je prolonge ton nom, mais je ne veux pas être toi.